Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet entretien dans notre chaîne Caribou Global Media, la puissance de l'unité et aussi Power of Unity, comme on l'appelle. Ce soir, je ne suis pas seule, j'ai un invité que vous allez découvrir. Moi, je le connais personnellement, mais j'aimerais qu'il s'introduise lui-même. Bonjour, Bonjour, prof. madame. Ouais. Les gens qui nous suivent veulent vous connaître. Qui êtes-vous? J'aime dire je suis tout, je suis rien. Je suis un penseur, un professeur, un chercheur, mais au-delà de ça, je suis juste un humain qui passe beaucoup de temps en train de penser sur la réalité de la vie. Je travaille comme professeur dans le Washington System, University of Washington System. Je suis dean des programmes internationaux et initiatives globales à Bellevue. Et à Bellevue, je suis aussi comme un associé vice-président. Ok. Comme vous l'avez compris, c'est un professeur de l'université, un professeur ici à Bellevue, un professeur international parce qu'il lui arrive aussi, ça il n'a pas dit, d'aller enseigner ailleurs, en dehors de là où nous sommes. Monsieur le professeur, votre nom c'est Jeanne d'Arc Ouais. Campbell. Campbell. Ouais. Campbell, vous êtes d'où? Je m'appelle Jean d'Arc Campbell. Campbell, c'est le nom de ma famille d'adoption. Au fond, le nom Campbell, c'est un nom populaire pour les gens originels de Scotland. C'est-à-dire, mes parents adoptifs sont de Scotland. C'est comme ça que j'ai eu le nom Campbell. Mais mon nom, c'est Jean d'Arc Kakusu et Campbell. Et Jean d'Arc Kakusu, c'était mon nom original. Et quand j'ai été adopté, mes parents n'ont pas voulu que je puisse changer mon nom. Ils ont plutôt augmenté un autre nom. Ils m'ont demandé si je vais, c'était un choix pour moi. Et j'avais décidé de prendre les last names comme les noms de ma nouvelle famille. Donc, Jean d'Arc, né à Bukavu, grandi à Bukavu. J'ai commencé comme un étudiant à l'IEA, où d'abord on était jeunes, on a fait des choses là pendant les débuts de mes années académiques. Après, je suis allé à l'ISDER et de l'ISDER, je suis venu aux États-Unis où je devais commencer mon premier graduat jusqu'à ce que j'ai fini le doctorat. Merci beaucoup pour cette clarification. Ouais. Notre émission est multilanguage. C'est ça. Sentez-vous à l'aise si vous voulez parler en anglais, en swahili, en français, toutes les langues que vous vous sentez à l'aise. Parce qu'on veut que la communication ou bien le message soit bien passé. Parce que vous avez parlé, vous êtes professeur basé ici à Washington State, là où nous sommes. Quel est le bilan de l'année 2021? Je dirais que pour comprendre les bilans, il faut d'abord se poser la question, le bilan a commencé quand? Quand j'ai quitté l'État d'Oregon pour arriver dans l'État de Washington, je suis venu à Bellevue College. J'étais le responsable et chargé des programmes internationaux. Et quand je parle des programmes internationaux, c'est-à-dire mon département recrute les étudiants et nous avons plus de 1600 étudiants qui viennent de 72 pays. Donc, je recrute les étudiants. Quand ils arrivent ici, on les aide académiquement avec l'immigration et transférés. Donc, on aide un étudiant quand il arrive jusqu'à ce qu'il va finir les études à Bellevue. Mais nous assistons aussi les Américains, les professeurs et les étudiants à aller faire des études à l'étranger ou aller étudier à l'étranger ou bien faire des recherches. Donc, c'est ça ce que je fais. Et donc, quand je suis arrivé à Bellevue, j'ai demandé les statistiques et les rapports des étudiants de Bellevue et j'ai été surpris de trouver que sur 1200 pendant ce temps-là, on avait seulement un étudiant congolais. Et c'est par là que l'initiative a commencé. Ouais, c'est là où je me suis dit,
Vous savez, on commence d'abord à Jérusalem. Tout à fait. C'est-à-dire, je dois penser à... Je suis un Congolais, malgré que j'ai la nationalité américaine. Je viens de quelque part. Yeah. Et j'ai fait 25 ans dans ce pays. Mais partout où je vais, on me pose la question, tu viens d'où? Wow. C'est-à-dire, même quand on est américain, on vient de quelque part. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi un étudiant? Ils ont dit, voilà, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à l'Afrique. On recrute les étudiants de l'Afrique, ils arrivent ici, ils fuient. Et moi, j'ai dit, vous savez, ça, c'est le mindset de 1980-1970. Il faut changer parce que l'Afrique est en train de changer, mais la vision de l'Afrique est presque le même. Donc, je ne devais pas demander à quelqu'un de changer l'Afrique pour moi. C'est moi qui devais montrer une nouvelle image de l'Afrique ici. Donc, j'ai commencé pendant ce temps-là. On a recruté, on avait un étudiant. Aujourd'hui, il y a plus de 250 étudiants qui ont passé par Bellevue dans les 5 ans. Wow. Et maintenant, si vous me demandez les bilans de cette année, quel a été le bilan, je vais vous dire que dans les 5 ans, ce qu'on a accompli, on a 45 licenciés. Et pourquoi je parle de 5 ans? Parce que pour qu'on parle d'un bilan, l'étudiant doit commencer de premier graduat jusqu'en licence. Et premier graduat de licence, ça fait 5 ans. Donc, les 5e année, c'était comme l'année où on doit évaluer notre succès. Et voilà maintenant les résultats. Le résultat est qu'on a quitté d'un étudiant jusqu'à 250 étudiants. Et 45, ce sont des licenciés. 45 sont des licenciés. Licenciés, après avoir ce grade de licence, ils rentrent au pays ou bien restent sur place pour travailler? Majorité de nos étudiants sont des ingénieurs. Et les conseils que moi je les ai toujours donnés, il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup de professeurs ou beaucoup des intellectuels africains ont fait. Quand ils finissent, ils veulent directement rentrer au pays. Il faut prendre avantage, il faut faire des stages, il faut travailler ici. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'apporter un diplôme sans expérience en Afrique. Il faut apporter un diplôme avec expérience. Mais aussi, l'autre chose qui est très importante, c'est savoir quels sont les besoins de l'Afrique actuellement. Les besoins de l'Afrique, ce n'est pas le manque de diplômés. Les besoins de l'Afrique, c'est manque d'entrepreneurs. Les besoins de l'Afrique, c'est manque d'emploi. C'est-à-dire, ma mission, c'était d'encadrer ces jeunes, les aider à finir les études, et aussi leur donner l'opportunité de travailler. Et quand ils commencent à travailler, ils commencent maintenant à penser l'Afrique. Ils ont de l'expérience, ils ont développé des networks avec les entreprises. Et voilà, ils peuvent, même s'ils rentrent en Afrique, ils peuvent apporter quelque chose qui va bénéficier les pays. C'est-à-dire, actuellement, nous avons 25 ingénieurs. Et ces ingénieurs-là travaillent à Microsoft, à Boeing, à Facebook, à T-Mobile, à Expedia, à Symetra, à Google, à Apple. C'est-à-dire, nos jeunes travaillent dans de grandes entreprises. Et ça, c'est ce que je peux appeler le succès, c'est-à-dire un succès intellectuel. Les jeunes Congolais aussi à Bellevue sont le meilleur dans leur field. C'est-à-dire, dans les 3 ans ici, les meilleurs étudiants dans l'ingénierie, c'était des Congolais. Et les Congolais maintiennent aussi les 2e meilleurs points après les Japonais. On était 3e il y a 2 ans, après les Japonais et les Coréens, mais cette année, nous sommes les 2e. Et au fond, c'est ça ce que j'appelle le succès. Parce que je ne peux pas compter le succès par rapport seulement à ce que je suis. Je dois compter à ce que j'ai fait, ce que nous avons fait avec ces jeunes qui représentent aujourd'hui quelque chose de très positif. Parce qu'on voyait toujours un Congolais par rapport aux habits, par rapport à d'autres choses. Mais ici, à Bellevue, quand on parle d'un Congolais, on parle à un intellectuel qui est respecté, à des professionnels qui sont respectés dans leur métier. Et ça, c'est ce que je peux dire, c'est une réussite. Parmi les intellectuels, les 25 ingénieurs, nous avons 14 jeunes filles ingénieurs. Wow. Et ces jeunes filles ingénieurs, ils sont dans les computer engineering, ils sont aujourd'hui software engineer, ils sont dans les mechanical engineering, industrial engineering, chemical engineering et electrical engineering. Donc, nous avons aussi des jeunes filles qui ont compris que la vie, ce n'est pas seulement se marier,
mais c'est aussi se développer parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin de toutes ses filles et ses fils de venir ensemble. Et je ne pense pas que on doit tout simplement avoir l'ancien mindset là où on pensait que tout devait se faire par les hommes. Non, nos meilleurs étudiants ici sont des jeunes filles qui sont aussi en train de tracer les chemins et représenter notre pays positivement. Les dernières, c'est le nombre, les respects que nous avons gagnés. C'est-à-dire, l'année passée, nous avons apporté 85 nouveaux étudiants. Et les 85, là, on a eu, au fond, le nombre d'applications était 93, on a eu 85 visas. C'est-à-dire, oui, seulement de nos étudiants ont raté leur visa. Et ça montre le respect que nous avons gagné vis-à-vis du département d'État, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis en Zambie. Et ça, c'est le travail de 5 ans que nous avons fait pour redéfinir comment on voit un Congolais. Parce que vous avez parlé de la Zambie, vous avez aussi des étudiants qui proviennent de l'Afrique en général? Nous avons des étudiants qui proviennent de l'Afrique en général, Cameroun, Côte d'Ivoire, Zambie, Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda. Donc nous avons des étudiants de partout, comme je l'ai dit, c'est 75 pays du monde. Et dans l'Afrique, on est représenté par 13 à 15 pays. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un étudiant quitte l'Afrique et venir étudier? I want to say the requirements. Moi, j'ai toujours dit, c'est d'abord aimer les études. C'est passer les études. Parce que nous recevons beaucoup d'applications et on doit toujours évaluer ça. Mais la première chose pour venir étudier ici, c'est la passion. N'est-ce pas? Passion de vouloir étudier. Vous voulez étudier, je m'excuse, et accomplir quelque chose. Et l'application, c'est simple. Vous appliquez ces $50. L'application, vous payez ça à Bellevue College. Et puis, vous payez $120 pour qu'on puisse vous envoyer les documents. Vous envoyez votre bank statement avec au moins 27 à 30 000 $. Vous envoyez la copie de passeport et les bulletins de 5e et de 6e. Et puis, la copie du diplôme d'État. Donc, c'est très simple. Et puis, avec ça, on va envoyer ici. Mes travailleurs vont évaluer ça et puis ils vont m'envoyer ça pour que je puisse faire les dernières interviews et à la fin je vais donner la décision définitive. Parce qu'en parlant, vous avez énuméré un bulletin de 5e et de 6e. Oui. Mais on a aussi des jeunes gens qui veulent aussi continuer. Ils ont la vision d'aller loin. Ils ont déjà reçu leur graduat au Congo, leur licence. Et il n'y a pas une chance pour ces genres de catégories des étudiants? Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Souvent, ça dépend de la vision de la personne. Moi, j'ai toujours dit que si vous voulez étudier aux États-Unis et rester et travailler un jour aux États-Unis, si vous avez la licence de l'Afrique et vous venez ici recommencer encore, faites quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas recommencer à zéro. On peut évaluer tes crédits. Et après ça, on va vous donner peut-être 1 année et 2 ans. Parce que les diplômes les plus importants aux États-Unis, ce n'est pas la maîtrise, c'est la licence. Et beaucoup de gens sont venus ici, ils ont bousculé, je vais faire seulement la maîtrise. Et après, ils se retrouvent avec un diplôme de maîtrise, mais quand ils cherchent les boulots, ils ne trouvent pas. Parce que les Américains honorent d'abord leur licence. Donc, tu peux avoir la licence des États-Unis et la maîtrise du Congo et on va te respecter. Mais si tu as la maîtrise la licence du Congo et la maîtrise des États-Unis, souvent, et tu auras du mal à trouver du travail. Donc, on accueille tout le monde et on évalue les choses. C'est-à-dire, je ne peux jamais garantir à quelqu'un, quand il va arriver ici, si tu as fini ta licence, tu seras considéré comme étant un licencié parce qu'on doit faire l'évaluation. Mais à part Bellevue, comme je l'ai dit, je suis professeur à l'université de Washington System, ce qui fait que les étudiants peuvent aller aussi à l'université de Washington ou bien d'autres universités ici dans les Seattle area. Nous avons fait un sondage avant de venir vous interviewer ou bien avoir cet entretien. Presque beaucoup d'étudiants qui viennent du Congo vous appellent papa. Pourquoi ils vous appellent papa et comment gérez-vous tous ces étudiants-là? C'est-à-dire, nous avons 250 étudiants et inclus 45 professionnels qui travaillent. Mais vous savez, quand j'ai commencé à faire ce projet, je ne l'ai pas fait parce que j'étais professeur. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais seulement le dean, n'est-ce pas?
En cherchant les étudiants congolais, peut-être c'était ça la philosophie, c'était que je voulais avoir les étudiants congolais. Mais quand j'ai décidé de commencer à encadrer ces jeunes, c'est parce que j'étais aussi un adulte. N'est-ce pas? Je me mets dans je me mets dans cette idée-là que quand ces enfants arrivent, hein, quand ces enfants arrivent ici, ils ont besoin d'une référence. Et je suis leur première référence. Et, et vous savez, on accueille plus de 1000 étudiants par année. Mais je ne vais pas à l'aéroport pour accueillir les étudiants. Parce qu'en effet, un digne ne peut pas aller à l'aéroport pour accueillir un étudiant. J'ai plus de 22 travailleurs qui peuvent le faire facilement. Mais je suis là quand les étudiants congolais arrivent. Chaque étudiant congolais, je l'ai accueilli à l'aéroport. Et moi, j'ai laissé un peu de les montrer. Il y a des personnes à moi. À l'université, je suis un digne, je suis docteur, je suis professeur, je suis n'importe qui. Mais à la maison, je suis comme les références, je suis papa. Et avec ça, la personne qui va à l'aéroport, ce n'est pas les dignes, c'est papa Jean. C'est leur papa. Parce que beaucoup de nos enfants ont souffert victimes de manipulation. Et moi, je voulais vraiment aider nos enfants à avoir une autre idée des États-Unis. Et avec ça, c'est comme ça que, au fond, je me prends comme un parent. Je représente tous ces parents-là qui espèrent voir leurs enfants réussir. Et comment je le fais, je ne sais pas. Je suis un chrétien, je crois que Dieu, quand il veut bénir les gens, il crée des ponts. Et moi, je suis un petit pont que Dieu a mis là pour que je puisse aider les enfants à quitter de 1 jusqu'à 3. Avec moi ou sans moi, Dieu pouvait utiliser une autre personne. Et parce qu'il m'a utilisé, je les prends vraiment avec... c'est une responsabilité sérieuse. Je connais tous les enfants. Je connais leur nom, je connais leur maison. Je connais quand ils sont dans leur maison et quand ils ne sont pas là. Ils sont 250. Et je ne suis pas fatigué. J'ai toujours l'énergie pour faire ça et pour continuer aussi à faire mon travail et être aussi un papa et un mari pour ma femme et mes enfants biologiques. Professeur Jean d'Arc, vous avez parlé de tous ces étudiants-là et beaucoup viennent du Congo. Les États-Unis ont la langue anglaise. Et ces étudiants viennent avec l'anglais ou bien ils viennent avec le français. Comment s'intègrent-ils? Majorité des étudiants ne parlent pas l'anglais quand ils arrivent ici. Donc, ils doivent recommencer presque à zéro. L'intégration que nous avons fait ici, comme je vous ai expliqué, donc Bellevue, pour nous, c'est un mouvement académique. C'est-à-dire, on a développé un mouvement académique. On s'appelle une famille. Nous sommes 250, nous venons des 12 régions du Congo, mais c'est juste une famille. Ma femme, c'est maman, moi, c'est papa, avec nos enfants. Et nos 250 enfants qui représentent cette mère qui s'appelle le Congo. Cette mère-là qui a mis 12 enfants. Et ces 12 enfants-là, c'est Bas-Congo, c'est le Kasaï, toutes les provinces. Pays. Et ils m'ont envoyé des enfants. Et ces enfants-là, je les accueille. Et quand ils viennent ici, je dois parler avec eux, je dois les évaluer. Mais majorité commence presque à zéro, où ils doivent commencer l'anglais. Et après 6 mois, 9 mois, ça dépend de la capacité de chacun d'apprendre l'anglais, ils commencent les cours académiques. J'ai aussi la chance d'avoir déjà des jeunes qui ont fini. Ils ont fini ici à Bellevue, ils travaillent dans des entreprises ici, donc ces jeunes peuvent aussi servir comme étant le menteur pour les nouveaux qui arrivent. C'est-à-dire, chaque fois que nous avons 100 qui arrivent, il y a 100 qui sont arrivés l'année passée, il y a 100 qui sont arrivés il y a 2 ans, et avec ça, ça facilite beaucoup des choses. Mais je reste encore le papa qui continue à servir ces jeunes et servir comme la première référence pour ces jeunes. Parce que beaucoup de jeunes, quand ils arrivent ici, ils savent que Papa Jean. On les parle de Papa Jean et c'est facile quand ils arrivent ici. Ils ont des besoins, ils doivent me téléphoner, ils doivent me demander parce que leurs parents les ont dit, quand vous allez là, il y a un monsieur qu'on connaît, c'est Papa Jean. Quelle est la vision de la famille Bellevue dans 5 ans? La vision dans 5 ans, c'est d'abord changer, notre vision c'était changer la mentalité. Et je pense qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas,
la force intellectuelle de la diaspora congolaise se trouve à Bellevue. Parce qu'il n'y a pas une place au monde. Il n'y a pas une place au monde où il y a concentration des étudiants congolais que Bellevue. Et puis, ce n'est pas seulement les étudiants congolais, mais les étudiants qui ont fait des choses qu'on n'a jamais fait avant. Donc, il n'y a pas une place où il y a la concentration des ingénieurs qui est à Bellevue. Maintenant, quelle est la mission? Là, j'ai un rêve là fou, qu'un jour, on sera dans l'avion, et l'avion sera full de professionnels congolais qui viennent de Bellevue. Et on ne demandera pas au gouvernement de payer notre billet, mais nous viendrons pour dire au gouvernement que nous voulons aider. Nous voulons faire quelque chose. Et ça sera les enfants que je suis en train de préparer ici. C'est-à-dire, je rêve un jour où nous serons accueillis, et non pas comme les Américains, mais comme les fils du Congo, qui sont allés loin, et qui un jour retournent au pays avec des projets, retournent au pays avec des idées pour contribuer au développement du Congo. C'est-à-dire, c'est ça l'idée que j'ai, c'est ça la folie que j'ai, mais les gens qui me connaissent bien, ils vont dire que quand Papa Jean d'Arc parle de sa folie, c'est-à-dire il y pense déjà, il développe les idées, il fait des recherches et je sais qu'un jour je vais réaliser ça. Et après ça, je vais continuer à positionner nos enfants. Je veux que quand vous allez à Microsoft, on dit qu'il y a des Africains, il y a des Congolais. Parce que quand je suis arrivé ici, on parlait des Nigériens et des Ghanéens comme ingénieurs à Bellevue. Mais aujourd'hui, on a le plus grand nombre que les Éthiopiens. Nous avons dépassé les Éthiopiens, nous avons dépassé les Ghanéens, nous avons dépassé les Nigériens. N'est-ce pas? Et je pense que c'est quelque chose que tout Congolais doit être fier de ça. Je ne l'ai pas fait, nous l'avons fait. Quelques années passées, vous aviez accompagné une grande équipe en RDC, je me rappelle. Ouais. J'étais au ministère. Ouais. Vous étiez venu faire quoi au Congo en bref? Ouais. Au fond, je suis venu pour contribuer. Je suis venu pour contribuer dans le pays. Mais contribuer dans quel domaine? Dans le domaine d'éducation. C'est-à-dire, après un certain temps, au fond, je suis indigne. Je travaille avec Chambre de commerce ici. Je travaille avec la commission du gouverneur, de chargé de l'éducation. C'est-à-dire, tu développes quand même des relations. Mais ces relations-là, je ne les mets pas dans ma maison, je ne les garde pas dans ma maison. C'est-à-dire, quand Dieu t'aide, tu dois être aussi une ressource pour d'autres personnes. Et je pense toujours l'Afrique, je pense toujours le Congo. Et avec ça, j'ai mis une délégation des gens qui étaient intéressés à aller construire une université, une grande université technologique au niveau du Congo. Je suis allé là et ces gens étaient motivés, mais malheureusement, on a trouvé dans des choses difficiles au pays. On me voit, je suis, malgré mes 25 ans aux États-Unis, je suis noir. Et personne ne croit. Ne croit à toi comme tu es noir, n'est-ce pas? Et la deuxième des choses, c'est le fait où il y a aussi la bureaucratie. Tout le monde veut bénéficier du projet. Et pour moi, c'était très difficile de comprendre. Les rétrocommissions. Ouais, le pays souffre encore. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de mourir en Inde. Les enfants sont en train de mourir au niveau de Brésil, n'est-ce pas? On les traite n'importe quoi. Mais au lieu que nous puissions embrasser ces gens qui ont des idées, de développer aussi une université technologique qui va supporter le développement du Congo, tout le monde veut 10%, 15%, et c'était vraiment très, très difficile. Et le collège Bellevue à Lubumbashi, ouais. Ça a un relais avec le collège Bellevue des États-Unis? Oui, c'est notre collège. C'est notre collège sœur. Ça nous représente là. C'est comme Bellevue au niveau du Congo. Prof Jean d'Arc, vous êtes un Congolais qui est une étoile à Washington State, un mentor, un guide, vous aidez les gens, vous voulez voir le pays émerger un jour dans le domaine de l'éducation. Un mot sur la communauté congolaise vivant à Washington. Au fond, moi, je n'aurais pas à me présenter vraiment comme une étoile. J'aime juste dire que je suis un petit pont. Je suis un petit pont, quelqu'un que Dieu a donné cette grâce. Un petit pont, vous avez un star que les gens voient en toi. Oui, bien sûr. Tu vois, tout ce que je suis, moi je pense, c'est le produit de la grâce, n'est-ce pas?
Dieu m'a donné cette grâce. J'ai grandi à Bukavu, dans un ghetto. Et aujourd'hui, être aux États-Unis, c'est la folie pour moi. Être aux États-Unis, être professeur, être un dean, être un associé vice-président, c'est la folie. Et maintenant, moi, j'aime dire que la grâce doit être partagée. Parce que nous sommes des chrétiens, on dit la grâce est le fruit des sacrifices que Jésus a fait. C'est-à-dire, si tu parles de la grâce comme un slogan, tu ne sauras jamais comprendre la grâce. Mais c'est quand tu connectes la grâce au sacrifice que tu comprends maintenant que la grâce doit être bien gérée, la grâce doit être aussi protégée. Donc moi, je me vois comme étant un pont, un fou avec des idées. Et comme en étant intellectuel, on a toujours dit que l'idée vient toujours quand on fait des recherches, de l'obscurité à la clarité. Et bien sûr, c'est ça ce que moi je crois, c'est ça ce que moi je pense. Maintenant, avoir des gens comme moi dans la communauté congolaise, c'est très difficile. N'est-ce pas? Et avec ça, il y a cette disconnexion entre la réalité de ce que nous faisons et ce que les gens pensent de nous. Comme je l'ai toujours dit, il y a des gens qui pensent que peut-être nous, pour apporter les étudiants ici, on gagne de l'argent. Mais vous êtes témoins. Vous êtes témoins parce que vous connaissez les gens qui sont venus ici. Ils ont payé combien? Ils ont payé 0. Mais ces enfants peuvent te dire que si j'arrive dans leur maison, s'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas la nourriture, je vais leur donner. C'est pourquoi on vous appelle papa. J'ai fait ce sondage. C'est ça. Moi, l'année passée, quand il y avait ces problèmes de Covid, j'ai sensibilisé plus de 1,2 million. Je n'ai pas même mangé $1 pour soutenir vos enfants. Pour soutenir les enfants. Actuellement, les étudiants congolais sont en train de recevoir $2 500 chaque trimestre. Les 2500 qui viennent d'où? Les 2500 là viennent de beaucoup de choses qu'on fait à gauche et à droite pour les aider. À part les 2500, ils sont en train de recevoir encore $599. C'est-à-dire c'est presque 3099 qu'ils ont reçu ce trimestre. Tous les étudiants? À tous les étudiants congolais. Sans distinction? Oui, sans distinction. Ils sont en train de recevoir ça. C'est-à-dire, on ne peut pas être là en train de donner et en train aussi de chercher à gagner. Parce que pourquoi je dois chercher à gagner $1 au moment où j'ai la capacité de chercher pour que nos enfants soient bien? C'est-à-dire, la réalité est que, comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais pris $1 d'un enfant congolais. Sinon, si je les prends, ils n'auront jamais à me respecter. Je n'ai jamais demandé parce que, au fond, à part être professeur, je suis aussi un entrepreneur. À part être professeur, j'ai fait les histoires de stock. Donc, j'ai fait quand même une petite vie que j'ai toujours maintenue avec beaucoup plus d'humilité. Et cette vie-là m'aide de temps en temps à donner même la main à des étudiants. C'est ça ce que j'avais dit un jour à un journaliste d'ici. Je lui ai dit, cherche quelqu'un qui m'a donné $1. Et si tu trouves même une personne, je lui donnerai $10 000. Parce que ça n'existe jamais. N'est-ce pas? Maintenant, cette disconnexion entre le pensée et la réalité, ou bien la fantaisie et la réalité, fait qu'on n'arrive pas à s'entraider. N'est-ce pas? Parce que souvent, ce qui est triste, c'est le fait que moi, j'ai été accueilli dans la communauté éthiopienne. La communauté éthiopienne m'a donné un trophée. Wow. La communauté béninoise m'a donné un trophée pour avoir apporté 3 Béninois ici. N'est-ce pas? Mais au même moment, vous allez dans la communauté, il y a eu des discussions, il y a des idées. Mais lui, peut-être on lui donne de l'argent, il gagne ça, il fait ça et ça. Non, je suis ici, je sors ces enfants-là qui m'appellent papa et qui ont beaucoup de respect. Même quand ils finissent les études, ils ne quittent pas ici. Parce qu'ils savent qu'on a un adulte qui nous aide à voir ce que peut-être on ne pouvait pas voir. Maintenant, au niveau de la communauté, c'est ça, c'est que nous, en tant que Congolais, on ne sait pas utiliser nos ressources. Il y a des gens que nous avons ici qui ont beaucoup d'expérience. Mais on doit aller chercher des gens toujours à l'extérieur. On doit toujours glorifier d'autres communautés. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui veut servir la communauté, ou bien de ta propre communauté, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de conspirations. Et moi, je me suis dit, je vais quitter de ces fantaisies-là pour créer une réalité. Et la réalité, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Parce que, comme je l'ai dit, la réalité est là. Il y a des mots que je ne peux pas dire, que ces enfants peuvent eux-mêmes dire. Parce qu'ils sont aujourd'hui des licenciés, ils ont la maîtrise. Bientôt, on aura nos étudiants qui vont finir le doctorat en aéronautique. C'est-à-dire, c'est ça la réalité. Nous devons nous aider.
l'unité que vous avez parlé là, ce n'est pas l'unité parce que nous sommes le même. C'est l'unité dans nos diversités. C'est-à-dire, on peut avoir des différences, on peut avoir des différentes façons de voir les choses, mais, n'est-ce pas, on doit s'apprécier. On doit dire que si Dieu t'a mis là pour que tu sois journaliste, moi, je n'ai pas ce talent-là. N'est-ce pas? Mais j'aimerais aller prendre un journaliste ghanéen ou un journaliste éthiopien au lieu de prendre ta propre sœur, parce que tu ne veux pas promouvoir. Ça, c'est trop fort. Ouais, et les grands, c'est ça les grands problèmes. Et moi, j'aime dire ceci, un pauvre, c'est un problème pour nous tous. Si les Congolais continuent à souffrir à Washington, je souffre aussi. Parce que si on parle négativement des Congolais de Washington, on parle négativement de moi directement, que je sois professeur ou je sois n'importe quoi. N'est-ce pas? Et c'est ça donc la fierté que j'ai, c'est parce qu'à Bellevue, on a décidé de dire que non, nos souffrances peuvent être nos souffrances pour nous tous, et nos joies doivent être nos joies. Et avec cette philosophie-là, chaque enfant est en train de se retrouver, chaque enfant est en train de se développer, n'est-ce pas? Et c'est ça la mentalité que je veux que les gens de d'autres communautés puissent apprendre de cette communauté de Bellevue. Qu'est-ce que Papa Jean d'Arc est en train de faire avec ses enfants? Ils chercheront toujours des esquisses. Ils chercheront toujours ça et ça et ça. Non, c'est parce que je ne suis pas en train de me développer moi-même. Parce que la mentalité des Congolais, c'est la mentalité des grands prêtres. Papa Jean d'Arc est grand prêtre, les gens viennent manger chez lui, on vient lui donner la cotisation, il donne $1000, on lui dit « Ah, Papa Jean d'Arc, c'est très grand. » Non, mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que ma communauté puisse se développer. Et c'est ça ce que je veux avec ces enfants, parce qu'ils sont des ingénieurs. Des meilleurs, il y aura des enfants qui vont se développer plus que moi, mais qu'ils soient millionnaires ou pas, on dira, je suis leur père des millionnaires. Pas? Et aujourd'hui, dans la communauté de Bellevue, je ne sais pas si vous l'avez lu dans l'Internet, nous avons le premier millionnaire j'ai vu ça. Qui est étudiant à Bellevue. J'ai vu cet enfant venir à l'aéroport. Mais un jour comme ça, je trouve cet enfant et il m'apporte des cadeaux. Mais je me dis, mais c'est comment? C'est un enfant que j'ai accueilli, mais qui aujourd'hui a des millions. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je suis très fier de ça. Et je pense que ça, on doit s'entraider, on doit célébrer nos diversités, on doit s'apprécier. Et si on fait ça, je pense qu'on ira loin. Parce que nous avons des gens intelligents. J'ai 5 étudiants qui sont venus de la communauté, qui ont décidé de joindre notre groupe ici. Les 4 ont déjà leur licence. Et ils sont en train de travailler. Et un membre d'abord m'a téléphoné pour me dire qu'il vient d'acheter sa maison. Wow. Ouais, et c'est ça la fierté. Vous faites un grand travail pour le pays. Quelle lecture faites-vous de la politique congolaise aujourd'hui? En bref, parce que nous chutons déjà. Moi, je m'appelais ça la politique du hasard. Il n'y a pas de planification. C'est-à-dire, on pense et on fait. C'est ça, malheureusement. Le Congo, c'est un grand pays qui a besoin des gens qui doivent planifier les choses, penser l'avenir. Mais on vit, on mange et on oublie demain. C'est un pays où il y a beaucoup de slogans, mais quand il s'agit d'être pratique, les gens ne font rien. Et les gens qui ont de bonnes initiatives, ils sont toujours vilipendés. C'est ça le problème de notre pays. C'est un pays avec beaucoup de potentiel, mais malheureusement qui est géré toujours au présent. Géré au présent. Quel conseil donnerez-vous au gouvernement? Je dirais, moi je les ai dit, au lieu de passer le temps en train de chercher les investisseurs partout, parce que j'écoute ces slogans depuis 3 ans, il faut identifier les Congolais qui aiment ce pays, les gens qui aiment ce pays, parce que les gens ont des idées, nous avons tous des idées. Nous avons des idées. Il y a souvent les gens qui peuvent arriver. Moi, je l'ai toujours dit avec honnêteté, je ne suis pas parmi ces Congolais qui pensent un jour retourner pour être ministre. Je ne serai jamais ministre. Moi, je rêve d'être président de l'université. Et c'est ça le chemin que je suis en train de faire. Et je sais que je vais y arriver. Mais je peux contribuer dans les débats dans mon pays parce que si le Congo est respecté, je suis aussi respecté. Tout à fait. Et deuxièmement, c'est qu'il y a besoin de planification. Par exemple, aujourd'hui, en tant qu'éducateur, je regarde le curriculum du Congo qui n'a pas changé depuis l'indépendance. C'est-à-dire, on est en train d'enseigner les enfants ce qu'on avait enseigné à nos grands-pères, papa et nos pères, jusqu'à présent.
Mais il y a des intellectuels congolais qui peuvent se mettre ensemble pour dire que non, développons un curriculum qui va permettre les Congolais de se développer. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est toujours Kokumbo chasse les singuliers. Mais Kokumbo va chasser les singuliers où? Le Congo est devenu déjà moderne. C'est-à-dire qu'il y a besoin, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau des finances, qu'au niveau des relations internationales, de commencer à penser non pas par rapport du passé, mais par rapport à l'avenir. Il y a un grand problème au Congo. Moi, je l'ai dit quand j'étais aux Nations Unies, quand j'ai fait mon discours. J'ai dit aux Belges, vous ne m'avez pas colonisé. Je pouvais vous appeler que voilà, vous ne m'avez pas colonisé, vous avez colonisé nos papas et nos grands-pères. Les relations entre moi et toi, ce n'est pas les oncles. Vous n'êtes pas mes oncles, non. Vous êtes des humains comme moi. Et c'est ça, c'est que l'homme congolais doit développer. Cette idée-là de penser que les passés, on ne doit pas toujours être conduit par les passés, mais ayons le temps de se mettre ensemble, pensons les Congo, pensons les choses qui ont évolué, qui n'ont pas évolué, et utiliser nos ressources. Le Congo aujourd'hui a des professeurs partout, a des gens qui ont progressé dans l'industrie et des choses comme ça. Et après, maintenant, cherchons des investisseurs. Mais on doit d'abord développer les conditions pour permettre à des gens de venir au Congo. Parce que si on développe ça, on n'a pas besoin de chercher les gens. Ils viendront négocier avec nous. Mais si nous négocions avec les gens, on nous met dans une situation de faiblesse. Ils doivent toujours nous imposer. Mais quand on crée de bonnes conditions, les gens viendront et avec ça, on va négocier avec eux une relation qui est win-win. Mais malheureusement, les relations sont souvent win et lose. C'est que les Congolais attendent, ils ne trouvent pas et on continue à vivre des slogans de chaque jour. Et ces slogans-là, malheureusement, n'ont jamais développé le Congo. C'est un slogan qui bénéficie seulement peu de gens au moment où la majorité est en train de souffrir. Le slogan ne va pas développer le Congo. Le prof, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Jean d'Arc qui l'a dit. Un mot sur la situation sécuritaire à l'est du Congo. C'est triste. C'est la tristesse parce que moi je viens de là. J'ai quitté le Congo et juste quand Kabila... Mais il y a état de siège qui a été imposé. Et plusieurs provinces ont maintenant de militaires comme gouverneurs qui gèrent les provinces. Mais il faut parler à ce militaire. Moi, j'ai eu la chance de parler avec un de ces militaires qui est gouverneur. Mais souvent, on envoie les militaires, mais on n'envoie pas les équipements pour combattre. On envoie les militaires, on n'envoie pas l'argent. On les paie mal. On envoie les militaires demain qui, à cause de la souffrance, commencent encore à faire à la population ce que les gens qu'ils sont en train de combattre ont fait. C'est-à-dire les problèmes du pays, c'est ça ce que je l'ai dit, nous sommes réactionnels. C'est-à-dire on voit un problème, on réagit, mais on ne planifie pas. Et on ne peut pas... les problèmes de l'Est, ça continue l'histoire des slogans. On vient, on dit à la population quelque chose et on fait quelque chose d'autre. On donne l'espoir à la population et rien ne change. Et je pense que ce qui se passe ici, nous avons eu beaucoup de morts. Et on doit arriver à un certain temps... Aussi en Ituri, vous avez appris. Oui, c'est toujours les morts. Et on doit arriver à un certain temps, on s'est dit, jusqu'à quand? On s'est dit jusqu'à quand? Parce que c'est toujours les morts. Chaque année, c'est les morts. Mais bien sûr, les politiciens nous disent qu'ils vont finir ça. Ils vont finir ça et c'est vraiment très triste. Donc, nous avons un grand pays, mais avec les hommes et avec le petit esprit. Je m'excuse de dire ces mots. Parce que les jours qu'on va aimer ce pays, qu'on va sentir ce que Dieu nous a donné, peut-être notre façon de penser sera totalement différente. Donc, on doit commencer à être honnête, à se dire des choses honnêtement. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Pourquoi ces guerres-là inutiles n'arrivent pas à finir? Jusqu'à quand la population va souffrir? La liberté provisoire de Vital Kamerhe, comment vous l'avez reçue? Moi, je ne suis pas un bon spécialiste de la politique du Congo. Je dis toujours que la politique du Congo, c'est très difficile à comprendre. N'est-ce pas? J'ai fait la politique, j'ai fait ma licence en politique et aussi la maîtrise en diplomatie, malgré que j'ai fini à faire la philosophie. C'est-à-dire, si vous apportez la politique du Congo, vous commencez à analyser ça dans la réalité. Hein? Vous allez analyser quelque chose qui ne peut jamais être analysé.
C'est-à-dire, le grand problème, c'est que moi, j'ai suivi, d'abord, quand Kamer était accusé, et on parlait de la justice. Et moi, j'ai suivi depuis le début jusqu'à la fin. Et jusqu'à présent, j'ai encore beaucoup de questions que je me pose. Hein? S'il avait volé combien? N'est-ce pas? Et deuxièmement, vous trouvez que les messieurs qui devaient construire, qui dit que voilà, les matériels sont là et je suis même prêt à finir. Mais on lui met en prison. En lui mettant en prison, maintenant, où sont ces matériels-là? Est-ce que le projet est fini? Moi, je pense que si on me dit quelqu'un, même si quelqu'un m'a volé, il me dit qu'il a les matériels pour construire, je vais lui prendre d'abord et lui dire, oui, il faut construire. Terminer le projet. Terminer le projet. Après le projet, je vais m'occuper de ça. Mais aujourd'hui, ni les projets, ni l'argent, ni les gens qui sont accusés, on a commencé à enlever les gens. Donc, moi, à la fin, je ne suis pas un partisan. Je suis un intellectuel. Je regarde les choses. Je regardais ce qui se passait à Côte d'Ivoire. Moi, j'ai regardé, ma femme vous dira, j'ai regardé tout le débat sur et le président Gbagbo. Ouais. J'ai regardé ça depuis le début. Et moi, je disais, je ne trouvais rien. En étant un intellectuel, je ne suis pas un partisan dans la politique du Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, moi, j'ai grandi comme quelqu'un de l'UDPS. Les gens de Bukavu me connaissent comme étant le porte-parole de BBC Carrefour. J'ai fait un mouvement à Bukavu qui reste encore historique. BBC oui, si Mobutu peut se rappeler des sites Kivu, il va se rappeler de ces mouvements. Moi, j'étais le porte-parole de ces mouvements et parmi les cofondateurs. C'est-à-dire, j'ai grandi comme l'UDPS. Mais je me pose la question, quand j'ai regardé ce qui se passait, je me suis posé la question, mais quelqu'un doit me dire on a volé combien, n'est-ce pas? Où se trouve cet argent? Et à la fin, comment vous allez arrêter quelqu'un qui dit il y a encore des choses, et après vous le mettez en prison, et puis il n'y a rien, après il est à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de confusion. Et moi, je suis venu avec une conclusion, c'était quelque chose de politique. C'était quelque chose de politique et c'est triste. Parce que si on doit être conduit, la justice doit être politisée, on ne peut pas accomplir ces rêves-là de voir notre pays libre et démocratique comme on le veut. Maintenant, Kamer est sorti, au fond, c'est peut-être un pas, mais à la fin, la population, je pense, est dans la confusion. Parce que c'est comme je l'ai dit encore une fois, on vit dans un pays réactionnel, où on fait des choses où tout est calculé, mais pour moi, j'ai regardé ça en tant qu'intellectuel et j'ai encore beaucoup de questions que de réponses sur ce qui s'est passé. Parce que j'ai regardé tout et j'ai regardé des analyses et les analyses dépendaient des émotions déjà, mais un intellectuel, attend un certain temps, on doit être un peu objectif. Parce que nous sommes presque à la fin de cet entretien. Un mot pour encourager nos frères et sœurs de l'Est du Congo en Swahili. Moi, j'ai dit ils doivent prendre leur destin. Soit Batoto à Bukavu, il quoi parler, il quoi mal à Bukavu, il souffrir Bukavu, na tulifanya mouvement BBC, tulifanya le mouvement, c'était quand tulikuwa tout chassé maintenant, bitu bina dépassé. C'est-à-dire il fallait quand même tout prendre le destin kumikono. C'est comme ça que tulifanya le mouvement. Na tulifanyia le mouvement 5 millions de dollars et kuingia à cause de BBC Carrefour. À Bukavu, on n'a pas vu 5 millions à cause de BBC Carrefour. C'est-à-dire, après un certain temps, quand les hommes politiques ne peuvent rien faire, il faut munakamata destin et nous. Mais il ne faut pas aussi être corrompu par des gens qui veulent prendre avantage de cette région-là. Ça me fait la tristesse de voir que quelqu'un de chez nous est en train de collaborer avec le Rwanda. Quelqu'un de chez nous est en train de collaborer avec les ADF. Parce que bale batoto wenye biko na kufa kule ni batoto wenu. N'est-ce pas? Et batu batakuya bana badanganya. Ça fait combien de temps biko na ba jouer ma même jeu? Ça fait maintenant plus de 20 ans yenye muko na souffrir. Na kuna batu wenye biko na ba c'est-à-dire il faut na prendre destin yenu na muna angalia ma stratégie comment combattre bale batu, hein, combattre avec beaucoup de stratégies. Nous avons fait tulifanya le BBC atukuifanyaka na bunduki. Tu les développer, na utiliser tout. Après un certain temps, je pense que Tshisekedi a pensé respecter beaucoup Sud Kivu par rapport à notre combat que nous avons fait. Mais on ne l'a pas fait avec des fusils. Tu les fais tout na kill quoi. Maintenant, on doit contrôler notre région. Tout quoi est sûr que notre région n'est pas abusée. Na tu les fais quand même.
il y a quelque chose, et malheureusement, la nouvelle génération qui est venue, bah, il faut beaucoup plus manipuler parce que nous, on ne pouvait pas être manipulés. Moi, je me souviens, quand tu le Bukavu, Birindo alikuwa premier ministre wa kwetu, mais tu le refusé. Na Birindo alikuwa premier ministre wa kwetu, c'est-à-dire, atukupenda kukuwa manipulé par la politique des régions, la politique tribale, parce que tulikuwa naangalia l'intérêt national. Et quand le Congo est bien, Bukavu est aussi bien. Mais le destin, ya kule kwetu, mujue leo inadependre na nyie, na ilifo munajikaza kupiganisha kufanya maeforo yote na musikwe manipule surtout na batu benye biko napenda kesho ba utiliser le Congo pour leur bien ou bien ba tafute gisi ya kutukoloniser. Mulikuwa coloniser beaucoup plus de temps na batu benye jamais bangetukoloniza ka un jour ka wakati tuko na komala. Accent sana. Ouais. Un mot pour Caribou Global Media. So Caribou, je voulais juste vous remercier beaucoup. Vraiment, j'ai vu le professionnalisme. Quand vous êtes arrivé, je ne savais pas. et quand tout ce que j'ai vu, c'est vraiment quelque chose de très professionnel. Et vraiment, nous voulons être des partenaires, vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. Merci parce beaucoup. que, comme je l'ai dit, quand des Congolais font de bonnes choses, il faut les encourager. Merci. Et moi, je suis sûr que, pour moi, dans moi, vous allez trouver un partenaire qui va vous accompagner, qui va vous encourager. Parce que je veux que Caribou demain soit aussi un bon exemple. Et nous avons beaucoup à apprendre de nous-mêmes. Yes. C'est-à-dire vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à bénir ce travail que vous êtes en train de faire. Et à la fin, Dieu continue aussi à bénir notre communauté de Washington. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, de juste continuer à penser que nous sommes de frères et sœurs. Nous venons de loin. Nous avons souffert ensemble et nous avons traversé des lacs et de mer. Beaucoup de gens ont passé dans des difficultés pour être ici. Et il faut toujours penser à ces mots. Un pauvre, c'est un problème pour nous tous. Nous tous, nous sommes bénéficiaires de la grâce. Mais cette grâce ne doit pas être un slogan. La grâce doit être partagée. La grâce doit être bien gérée. Et nous devons être des références pour nos enfants. Merci beaucoup, professeur Jean d'Arc. La grâce doit être partagée. Ne garde pas la grâce. Tu as la grâce. Devenez aussi un pont, comme le prophète est en train de le faire. Please, abonnez-vous à Caribou Global Media et partagez avec vos amis. Nous sommes sérieux. Vous n'allez rien rater. Abonnez-vous, subscribe. You're gonna miss anything if you subscribe. Nous vous aimons. Quant à moi, votre humble servante, je vous retrouve à un autre numéro. Merci.